C'est un petit lac d'aspect tranquille au cœur de l'Allemagne. Pourtant, c'est ici, autour du lac de Neumarkt Nord, qu'ont été faites certaines des plus importantes découvertes préhistoriques au monde. Des archéologues y ont trouvé un nombre sans précédent de squelettes d'éléphants, de lions et de daims. Il y a 120 000 ans, ces animaux venaient au lac pour boire et se baigner. Et c'est là qu'ils ont trouvé la mort. Dans quelles circonstances et pourquoi ? Le lac de Neumarkt Nord se trouve dans le land de Saxe-Anhalt. Ici, au cœur du bassin minier allemand, on a creusé le sol pendant des années pour en extraire du lignite. Au cours des excavations, les archéologues tombent constamment sur de nombreux os d'animaux, des restes végétaux et des traces laissées par l'homme. Ces découvertes ont de quoi intriguer. Pourquoi ici ? Nous allons remonter le temps pour savoir ce qui s'est passé sur les rives du lac il y a 120 000 ans. La paléontologue italienne Maria Rita Palombo, spécialiste des éléphants, participe aux fouilles. Les données recueillies sur le site de Neumarkt Nord pourraient nous donner une représentation exacte de cette région peu connue de l'Allemagne. Nous pourrions ainsi reconstituer tout un monde disparu. Plus de 70 squelettes d'éléphants ont été retrouvés, dont un quasiment entier. L'animal faisait presque 4 mètres de haut et pesait plus de 10 tonnes. Il était bien plus imposant que les éléphants d'aujourd'hui et possédait de formidables défenses. Son nom, Elephas antiquus. Les éléphants de Neumarkt Nord étaient indubitablement des animaux de très grande taille. Je les imagine bien régnant en maître sur tout un écosystème. Que faisaient ces éléphants en Europe centrale ? Faut-il en conclure que l'écosystème du lac, il y a 120 000 ans, ressemblait à celui de la savane africaine ? D'abord, il y a les vautours dans le ciel. Ensuite viennent les hyènes et les lions. Ces prédateurs se regroupent toujours autour d'un point d'eau. Pour comprendre ce qui s'est passé sur les rives du lac, Maria Palombo nous emmène sur un autre site européen où des fossiles d'éléphants ont été découverts. La Poledrara, aux portes de Rome. Il y a 300 000 ans, il s'agissait du lit d'un fleuve. À la différence du site archéologique allemand, les os ont été laissés sur place, car ils révèlent comment les pachydermes sont morts, emprisonnés dans la boue du fleuve. Il s'agit ici du squelette d'un éléphant pris au piège dans les marécages. Ses pattes avant et arrière s'y sont enfoncées jusqu'au coude et aux genoux. L'animal a tenté de se libérer de ce piège, mais il n'est malheureusement pas parvenu à s'en dégager et il a péri dans ce bourbier. Pour comprendre la présence des éléphants en ce lieu, il faut savoir que leurs molaires se renouvellent 3 fois au cours de leur vie. Quand les lamelles des dernières dents sont usées, l'éléphant doit aller vivre au bord d'un lac ou d'un fleuve, où il trouvera de la nourriture facile à mâcher. La dentition des éléphants fait office de carte d'identité et nous permet d'estimer leur âge.
On peut estimer que la plupart des éléphants retrouvés sur ce site, ainsi que ceux de Neumark Nord, étaient âgés entre 40 et 55 ans. Les fossiles de dents d'éléphants retrouvés en Allemagne sont très bien conservés et apportent une information précieuse. L'usure des lamelles montre que la plupart d'entre eux avaient déjà atteint un âge critique, environ 50 ans. Serait-ce la preuve que le lac de Neumark Nord existait déjà à l'époque et qu'ils sont venus y boire, se nourrir et se baigner? Le paléontologue Gottfried Böhme a une explication. Dans la même couche sédimentaire que celle des fossiles d'éléphants, il a trouvé des squelettes fossilisés de poissons. Il est rare que des fossiles de poissons soient en aussi bon état. Les poissons morts tombent au fond du lac et sont recouverts par une couche de particules d'algues, de matière végétale. Cette couche les protège et ils restent ainsi parfaitement conservés. On peut donc en voir les moindres détails. Les poissons identifiés par le paléontologue peuplent aujourd'hui encore de nombreux lacs d'Europe centrale. Carpes, rotangles, tanches, brochets. Le lac de Neumark Nord semble avoir été un lac aussi ordinaire qu'aujourd'hui. En plus des perches, dont on n'a retrouvé ici que les écailles, on considère que les rotangles, les brochets et les tanches sont des espèces vivant dans des eaux calmes ou à faible débit, d'une profondeur maximale de 4 mètres et avec une importante végétation aquatique. Voilà comment on définit aujourd'hui l'habitat typique de ces espèces. Et les rives du lac, à quoi ressemblaient-elles? Qu'est-ce qui a attiré les éléphants ici? Ces éclats de bois retrouvés lors des fouilles pourraient constituer un indice. Ils ont été envoyés au laboratoire des bois quaternaires près de Zurich, en Suisse. Werner Schor, dendrochronologue, est un expert mondialement reconnu quand il s'agit d'identifier une essence d'arbre à partir de la structure de son bois. Le bois s'est conservé parce qu'il est toujours resté humide. Les champignons et les bactéries qui détruisent rapidement le bois n'ont pas pu se développer, car il n'y avait quasiment pas d'oxygène. Là, on voit les larges pores du bois de printemps. Et là, on reconnaît un large rayon ligneux. Or, un bois qui présente une porosité annulaire avec de larges rayons, c'est le chêne. Le chêne est encore très présent aujourd'hui aux abords du lac. En plus des chênes, on trouve de nombreux ormes, des noisetiers, des érables, des frênes et des peupliers. Ce sont toutes des essences encore existantes. On n'a trouvé aucun végétal qui aurait disparu entre-temps. Cela brosse une image d'une forêt alluviale normale, une forêt humide, sous un climat sûrement semblable au nôtre. Un lac entouré d'une forêt, avec le même climat qu'aujourd'hui, il devait donc aussi neiger. Comment des éléphants ont-ils pu y vivre et se nourrir en hiver ?
Les éléphants ne devaient pas spécialement apprécier la neige. Ils préféraient certainement migrer vers des régions non enneigées. Mais ils étaient capables de survivre aux périodes de grand froid. Trop de neige ou un gel intense aurait tout de même sérieusement compliqué la quête de nourriture des éléphants. Les arbres peuvent souffrir des périodes de gel extrême. Cela endommage les couches cellulaires et entraîne une croissance anormale, avec des cellules ayant une forme irrégulière. Les arbres présenteraient des anneaux de gel. Or, je n'ai rien vu de tel ici. Si l'on en croit l'analyse du bois, il faisait donc froid, mais pas assez pour affecter les éléphants. Sur certains ormes, Werner Schorr a observé de singulières déformations. J'ai trouvé des indicateurs de stress sur les ormes. Je pense qu'ils ont connu une forte défoliation. Cela signifie qu'une grande partie de leur feuillage a été brisée ou dépouillée. Les feuilles d'orme sont une nourriture appréciée des éléphants. On leur en donne souvent dans les zoos. Elles sont adaptées à l'alimentation des éléphants. Et il n'est pas exclu que ce soit eux qui les aient mangées. Avec sa grande diversité végétale, le lac de Neumark Nord était donc un lieu de vie idéal pour des éléphants, en particulier pour les animaux vieux ou affaiblis. Quand ils sont vieux, les éléphants aiment rester près d'un point d'eau qui facilite leur vie ou plutôt leur fin de vie. Quand un vieil éléphant ne peut quasiment plus se déplacer, il doit rester à proximité de l'eau. Parce que s'il ne boit pas assez, il souffre vite de la soif et meurt plus vite, comme n'importe quel humain âgé. Un point d'eau est donc aussi un mouroir pour éléphants. Ainsi, les éléphants allaient finir leurs jours près du lac, comme ils le font aujourd'hui en Afrique. Mais cela ne suffit pas à expliquer la quantité de fossiles retrouvés. On a retrouvé des squelettes d'éléphants ayant succombé à une mort naturelle ou sur le point de mourir. C'est évidemment quelque chose qui attire les hyènes et les lions. Ils savent que ce seront des proies plus faciles. Et effectivement, les fossiles d'éléphants prouvent que tous ne sont pas morts d'une mort naturelle. Voici le squelette d'une femelle, l'une des pièces les plus étonnantes. Ses dents sont en parfait état, mais pas son squelette. Cette femelle, qui présente une importante pathologie osseuse du bassin, était en fait atteinte de toute une série de malformations osseuses le long de sa colonne vertébrale très courbée. L'animal souffrait d'une forte scoliose. Un éléphant en bonne santé n'a pas de prédateur naturel, mais il n'en va pas de même pour les animaux malades ou handicapés. Le squelette d'une lionne a également été découvert sur le site. Les animaux qui boitaient, comme la femelle éléphant, étaient sûrement des proies de choix pour les félins. Les seuls éléments dont nous disposons sont les traces présentes sur les os de l'animal. C'est pourquoi il nous est presque impossible de dire si l'éléphant a été tué par un lion ou s'il était déjà mort quand le félin l'a dévoré.
De nombreux os mis au jour présentent des traces de morsures, mais certaines sont trop profondes pour avoir été causées par un lion. Quand on observe ce qu'un lion mange de sa proie, on constate qu'il laisse une grande partie de la carcasse. Il ne peut pas accéder à certaines parties, ni manger autre chose que les tissus mous et les petits os. Les hyènes, par contre, sont capables de briser des os. Dans la savane, les hyènes sont les grandes rivales des lions. Elles se déplacent souvent en meutes si importantes que même les lions leur cèdent la place. Elles n'ont pas la fière allure des lions, et elles ont la mauvaise réputation d'être des charognardes, d'être sales et ce genre de choses. Elles peuvent croquer des os impossibles à briser pour d'autres carnivores. Un muscle puissant attaché à cet endroit du crâne actionne leur mâchoire inférieure. Elles peuvent refermer leur mâchoire avec énormément de force, surtout au niveau de ces dents qui sont comme de grandes et solides pics. Les hyènes peuvent ainsi se repaître de toute la carcasse d'un éléphant. Une fois que les hyènes ont brisé les os en petits morceaux, elles les avalent. Leurs sucs gastriques très acides peuvent les digérer et en extraire les nutriments. De nombreux peuples africains pensent que les hyènes ont du feu dans l'estomac, parce qu'en effet, leur sel ressemble un peu à de la cendre. Les 70 squelettes d'éléphants retrouvés présentent presque tous de telles morsures et des membres manquants. Seul un éléphant mâle a une particularité qui laisse les chercheurs perplexes. Un trou dans le crâne, gros comme une pièce de 2 €. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'une blessure infligée par l'un de nos ancêtres ? Il s'agissait sûrement d'une blessure grave causée par un projectile qui n'a cependant pas réussi à transpercer le crâne de l'animal. Celui-ci a survécu tout en souffrant probablement de violents maux de tête. Hanovre, l'office de Basse-Saxe pour l'entretien des monuments. 8 javelots, vieux de 400 000 ans, sont conservés ici dans de l'eau. Si on les laissait sécher, ils tomberaient en miettes. Ils ont été découverts à Schöningen, à moins de 150 km du lac, et sont les armes de chasse les plus anciennes de l'histoire de l'humanité. Voici le javelot numéro 5, qui fait partie d'un ensemble de javelots découverts à Schöningen. Il ne s'agit pas du javelot entier, mais seulement de sa pointe. Cette extrémité a été taillée à la base d'un jeune épicéa, puis effilée sur 60 à 70 cm. Une étude plus approfondie du javelot révèle des marques intéressantes, de fines encoches dans le bois. Des traces faites lors de la taille par son propriétaire. Cela fait quelque temps que je me consacre à relever les caractéristiques des marques de ces javelots. J'espère qu'on pourra peut-être ainsi en distinguer certaines, propres à un même individu. Les différentes traces observées peuvent en effet venir de celui qui a taillé les javelots. Un jeune homme maladroit et inexpérimenté pourrait avoir dérapé de temps en temps, ce qui aura laissé des entailles reconnaissables dans le bois. Avant la découverte des javelots de Schöningen, on pensait que l'homme à l'époque du Pléistocène était incapable de chasser activement de grands animaux.
Mais cette lame de silex trouvée parmi les restes d'un campement prouve que les humains de la région du lac de Neumark Nord disposaient des armes de chasse nécessaires. Ils passaient un silex concave le long d'une branche de bois brut jusqu'à ce qu'elle devienne lisse et aiguisée. Mais ces armes remontant aux origines de l'humanité étaient-elles vraiment efficaces pour chasser le gros gibier ? Le stade de Schöningen, à quelques kilomètres du site de découverte des javelots. Lindy Nkube est étudiante en faculté de sport et va comparer pour nous le comportement en vol d'un javelot préhistorique avec celui d'un javelot moderne de compétition. Nous disposons pour cela d'un javelot moderne pour femmes et d'une reconstitution fidèle de l'un des javelots retrouvés à Schöningen. Très vite, il s'avère que le javelot préhistorique peut être lancé plus loin que le modèle de compétition. Il est plus long et plus lourd. Il faut faire attention à ne pas se cogner la tête. Mais je dirais que leur comportement en vol se valent. Je le comparerais même à un javelot moderne pour hommes. Un javelot vieux de plusieurs millénaires qui n'a rien à envier à sa version moderne, voilà qui est déjà étonnant. Et si on le testait comme arme de chasse ? Il s'agit maintenant de toucher un ballon à une distance de 5 mètres, 7,50 mètres et 10 mètres. Alors que le ballon à 5 mètres est facile à atteindre, celui à 7,50 mètres pose déjà plus de problèmes. Et à une distance de 10 mètres, toucher la cible s'avère impossible. Fallait-il que le chasseur s'approche tout près de sa proie ? Ces javelots volent aussi bien que les modernes, ce qui permet de chasser à une distance comprise entre 15 et 30 mètres. Et puis, c'étaient des chasseurs expérimentés. Dès le plus jeune âge, les enfants imitaient leurs parents qui leur apprenaient la bonne technique. Ils devaient tous être passés maîtres dans le lancer de javelot. J'imagine que chacun d'entre eux et chacune d'entre elles emportait toujours 2 sur soi, au cas où l'un se briserait. Les javelots de Schöningen ont été découverts au milieu d'ossements de chevaux sauvages. Les hommes préhistoriques auraient-ils aussi chassé des éléphants avec ces javelots ? Est-ce là l'origine du trou mystérieux ? On parle tout de même d'un trou dans une boîte crânienne. Et il me semble très improbable qu'il ait pu être causé par un simple javelot. Berlin, Institut de recherche sur les animaux sauvages. Grâce à un scanner très perfectionné de médecine vétérinaire, nous allons observer l'intérieur du crâne d'un éléphant. Le crâne d'un éléphant doit pouvoir supporter des structures anatomiques très impressionnantes. Les défenses et la trompe pèsent très lourd.
Le crâne doit donc être très stable, mais léger aussi. Sinon, la musculature ne pourrait pas porter tout ce poids. La nature s'est adaptée en pneumatisant ces os très épais. Ils contiennent beaucoup d'air, de sorte que les plaques osseuses sont très épaisses et très solides. Voici la structure d'un crâne d'éléphant telle qu'elle apparaît au scanner. On voit tout autour cette structure osseuse spongieuse. L'os ressemble un peu à une éponge. Si on regarde à l'endroit où le trou a été fait, on voit que l'os fait 19 cm d'épaisseur. Et il ne s'agit que du crâne lui-même. De l'os, de l'air, puis encore de l'os. En regardant à travers la cavité oculaire du crâne, on devine cette structure spongieuse. Les javelots préhistoriques étaient-ils vraiment incapables de pénétrer cette masse osseuse? Comment le vérifier? Il faudrait utiliser des matériaux très solides, mais aussi très souples, comme plusieurs plaques de bois séparées par de l'air. Ensuite, il faudrait recouvrir le tout d'une pellicule résistante ou d'un matériau similaire pour reproduire la peau et l'hypoderme de l'avant du crâne. Retour à Schöningen. 4 plaques de contreplaqué et 2 couches de moquette vont faire office de crâne d'éléphant pour notre expérience afin d'évaluer l'impact des javelots primitifs. Je n'aurais jamais cru que ça puisse transpercer 3 couches. J'aurais plutôt dit que le javelot allait se briser ou se fendre. Trois plaques brisées, c'est assez probant. Mais comme la peau d'éléphant est bien plus épaisse que la moquette, tout comme l'hypoderme, et que l'os a lui aussi une densité plus élevée que du contreplaqué, je pense que même si un javelot aurait pu atteindre les os du crâne de l'éléphant, il est assez invraisemblable qu'il ait causé un tel trou. Malgré la force d'impact impressionnante du javelot, les scientifiques privilégient une autre hypothèse. Selon moi, l'hypothèse la plus probable est que cette blessure se soit produite lors d'un combat entre 2 mâles. Ceux-ci pouvaient être particulièrement violents. Et en baissant la tête pour charger son adversaire, l'un des éléphants a très bien pu perforer le crâne de l'autre avec ses longues défenses. On sait que les éléphants se battent souvent entre eux pour la domination du troupeau. Et je pense qu'une blessure causée par la défense d'un adversaire est bien plus plausible. Les éléphants mâles en bonne santé sécrètent d'énormes quantités de testostérone. Cette hormone sexuelle mâle entraîne une contraction musculaire plus intense et surtout une combativité très élevée. À cause de cette agressivité, un mâle est capable d'affronter un rival d'un rang supérieur et de le vaincre. Est-ce le destin qu'a connu notre éléphant blessé? Suite à sa blessure, il aurait perdu son rang de mâle dominant au sein du troupeau. Les mâles se font face, relèvent la tête, courent l'un vers l'autre et se cognent violemment la tête. Comme c'est une attaque frontale, il est fort possible que la blessure à cet endroit provienne d'une défense.
Généralement, aucun animal ne meurt dans l'affrontement, parce que le moins fort s'avoue vaincu avant. Voilà donc ce qui s'est probablement déroulé il y a 120 000 ans sur les rives du lac de Neumark Nord. Néanmoins, de nombreux scientifiques ont la conviction que certains éléphants sont morts par la main de l'homme. Car les éléphants ont un point faible. Les éléphants mâles ont à l'arrière-train, à la base du pénis, de gros vaisseaux sanguins assez proches de la peau. Si on les blesse plusieurs fois à cet endroit avec un javelot, il peut arriver que l'animal se vide de son sang et meure. Nous retournons une nouvelle fois au stade, avec une gélatine souvent utilisée par l'industrie de l'armement pour ses tests balistiques. La consistance de la gélatine correspond à celle du tissu musculaire animal. Il faudrait transpercer la peau et y pénétrer assez profondément, de 10 à 15 cm. C'est là que se trouvent les vaisseaux, dont le diamètre est le double de celui d'un pouce. Dès le premier essai, le javelot fait une blessure profonde de 14 cm. Les hommes préhistoriques chassaient-ils donc l'éléphant non pas de face, mais par derrière? Ce test est assez réaliste, oui. On pourrait ainsi blesser les parties vitales de l'éléphant, de façon à ce qu'il se vide de son sang. Il ne fait plus de doute que les chasseurs de l'époque pouvaient tuer des éléphants avec leurs javelots. Mais comment se déroulait une telle chasse? Voici un extrait d'un documentaire, l'un des rares montrant une chasse à l'éléphant avec des javelots. Il a été tourné en 1983 en Afrique centrale. Les éléphants sont prudents. Ils ne recherchent pas l'affrontement et préfèrent la fuite. Surtout quand les femelles âgées du troupeau ont déjà vécu plusieurs fois cette situation. Le groupe rebrousse donc chemin dans la forêt. La matriarche menace une dernière fois les chasseurs avant de s'en aller. Les chasseurs s'enfoncent alors dans la forêt, parallèlement à la piste des éléphants. Puis ils lancent leurs javelots à travers les arbres qui bordent la piste. La chasse et sa préparation est un moment court et intense. C'est toujours une question de patience et de chance. Une fois que la proie est à terre, il faut la préparer. L'animal doit être dépecé. Il faut prévoir 3 ou 4 jours de rude travail pour dépecer la carcasse et préparer la viande, surtout si vous voulez en faire des réserves. Chasser des éléphants demande une telle énergie qu'en comparaison, la chasse au daim est un jeu d'enfant. Le daim est plus convoité pour sa chair et sa peau. Et surtout, il est moins dangereux à chasser que l'éléphant. Les chercheurs ont trouvé une centaine de fossiles de daim non loin de ceux des pachydermes.
Première hypothèse, une battue a eu lieu. Pour chasser des daims, on les accule là où il est le plus facile de les tuer, par exemple sur la rive d'un lac. On peut aussi profiter du fait qu'ils se trouvent déjà au bord de l'eau. Les chasseurs en tuent alors 2 ou 3, ce qui est amplement suffisant. La biologiste Thekla Pfeiffer-Demel fait partie des chercheurs qui étudient les squelettes trouvés dans la mine à ciel ouvert. Elle n'est pas d'accord avec la thèse de la battue. On distingue très bien la position dans laquelle les daims se sont fossilisés. Il y a la colonne vertébrale, une patte avant un peu écartée et là une patte arrière. On voit même encore les petits sabots. Ce qui intrigue la biologiste, c'est que la plupart des squelettes sont intacts. Seule une minorité présente des blessures. Si une battue avait eu lieu, on aurait retrouvé tous ces ossements désarticulés. Il y aurait des traces de dépeçage, mais pas de squelette entier et articulé. Nos ancêtres auraient découpé les carcasses, ils auraient utilisé la viande et récupéré la moelle osseuse. Les squelettes ne seraient jamais restés aussi intacts qu'ils le sont ici. Une mort naturelle est aussi à exclure, car il s'agit surtout d'animaux jeunes et en bonne santé. Alors comment ces daims sont-ils morts? Sur l'un des squelettes, la biologiste Pfeiffer-Demel trouve les traces de morsures particulières. Il y a eu des morsures très profondes. On voit ici les trous causés par la morsure d'un lion ou d'une hyène. Cela signifie qu'un prédateur a tenté de déplacer la carcasse mais ne l'a pas dévorée. Pour un charognard, c'est très inhabituel. Pourquoi est-ce qu'une hyène dédaignerait un cadavre de daim qui lui tombe tout cru dans les pattes? Voilà les premiers éléments qui m'ont conduite à l'hypothèse de l'empoisonnement. Tandis que la biologiste est sur la piste de la mort inexpliquée des daims, le paléontologue se pose lui aussi des questions en examinant des poissons fossilisés. La plus fréquente des espèces trouvées est le rotangle. D'après leurs conditions de vie actuelles, nous savons que les rotangles ont un grand besoin d'oxygène dans les eaux où ils vivent. Les tanches et les carpes, elles, se contentent de très peu d'oxygène. Ce sont justement ces poissons ayant de grands besoins en oxygène qui ont été retrouvés dans les sédiments du lac. Cela ne peut signifier qu'une chose. Il y a eu un changement des conditions de vie qu'on appelle une eutrophisation de l'eau. Il y a eu un effondrement écologique du milieu aquatique. Les conditions de vie dans le lac ont changé au point que les organismes ayant besoin de beaucoup d'oxygène n'y ont pas survécu. La biologiste Thekla Pfeiffer-Demel étudie à nouveau les sédiments au microscope électronique. Elle recherche des bactéries toxiques que les daims auraient pu ingérer avec l'eau du lac. Mais peut-on vraiment déceler la présence de bactéries des milliers d'années plus tard? Ce sont de minuscules cellules qui ne se fossilisent évidemment pas. Par contre, les dépôts calcaires qu'elles produisent peuvent se fossiliser. Voilà à quoi ils ressemblent au microscope électronique. On voit bien ces gros cristaux de calcite en forme d'étoiles qui ont formé les couches sédimentaires. Ces organismes toxiques, ce sont des cyanobactéries, aussi appelées algues bleu-vert. Elles se développent surtout en été et peuvent transformer un point d'eau en un piège mortel pour les mammifères. C'est pour cela que la baignade est interdite dans les eaux où ces algues se sont fortement développées, surtout ces dernières années avec le réchauffement climatique.
Mais comme personne n'a prévenu les poissons, ils sont restés dans ces eaux jusqu'à ce qu'ils étouffent par manque d'oxygène. Le mystère de la mort des rotangles et des daims est donc éclairci. Voilà ce qui a dû se passer. Le daim s'approche du lac pour s'abreuver. Tout près de la surface, il y a ces petites cyanobactéries. Elles possèdent des vésicules gazeuses et ne colonisent que les couches supérieures de l'eau, soit les 2-3 cm en dessous de la surface. Et c'est justement cette couche-là que va boire le daim. Le daim est peut-être affaibli par une longue marche ou par un duel contre un rival. Il a soif et boit à grands traits. Il ne plonge pas le museau afin de pouvoir sentir les odeurs environnantes au cas où un prédateur approcherait. Il boit donc uniquement l'eau de surface. Si elle contient des algues toxiques, il les avale aussi. Il ne se rend pas compte qu'elles sont dangereuses. Et s'il boit beaucoup d'eau, cela va très vite lui provoquer des spasmes. Il n'aura plus la force d'aller très loin et mourra sur la berge. En très peu de temps, les cyanobactéries attaquent le foie du daim. L'animal souffre de terribles spasmes et meurt d'une hémorragie interne. La décomposition des cellules produit du gaz dans son organisme qui commence à gonfler. Elle se poursuit jusqu'à ce que la cavité abdominale se rompe, entraînant la dépouille au fond de l'eau. Là, les bois s'enfoncent dans la boue comme une encre et le corps se dépose sur le côté. L'empoisonnement des daims est une aubaine pour les chercheurs. Des centaines de milliers d'années plus tard, c'est presque entier qu'on les sort de leur gangue de sédiments. On a aussi retrouvé de nombreux os brisés de daims dans les environs du lac, qui prouvent que l'homme les chassait pour utiliser leur viande et leur peau. Ce genre de couteau servait à découper la peau d'une bête. La lame dentelée permettait de couper les tendons et les muscles. Mais ensuite, que faisaient les chasseurs de leur proie? Un petit dépôt organique trouvé sur une lame de silex attise la curiosité des chercheurs. L'Institut Dörner, à Munich, est habituellement spécialisé dans l'analyse des œuvres d'art pour vérifier leur authenticité. Le dépôt du silex leur est confié pour en faire une analyse chimique. L'échantillon était déjà exceptionnel par son âge, 200 000 ans. C'est bien au-delà de la limite pour laquelle nous pouvons espérer des résultats. On prélève un minuscule fragment du dépôt sur la lame de silex. Il est ensuite placé dans un appareil qui va le vaporiser afin d'en séparer les différents composants. Les scientifiques supposent qu'il pourrait s'agir d'une colle primitive avec laquelle les hommes préhistoriques fixaient leur silex à un manche de bois pour une meilleure prise en main. La substance pourrait être de la poix de bouleau. L'échantillon s'est très bien dissous, ce qui constitue une nouvelle surprise. S'il s'agissait bien de poix de bouleau, c'était exceptionnel parce qu'elle avait 100 000 ans de plus que la plus vieille poix de bouleau découverte à ce jour. Cela en aurait fait l'une des plus vieilles colles jamais identifiées ou analysées. Les scientifiques se rendent bientôt compte que le dépôt se dissout bien trop vite pour être de la colle.
Il doit donc s'agir d'autre chose. Nous avons fait toute une série d'analyses. La seule substance dont il pouvait s'agir, c'était de l'écorce de chêne. Tout le reste était à exclure. La question qui s'est alors posée, c'est pourquoi des hommes de Néandertal ou des Homo sapiens, nos ancêtres, utilisaient-ils de l'écorce de chêne? L'écorce de chêne est riche en tanins. Si on broie l'écorce, on obtient du tan, utilisé pour le tannage des peaux animales. Le dépôt sur le silex n'était donc pas de la colle, mais du tan. C'est une découverte incroyable. Certains collègues n'y croient pas et en parlent sous le manteau, alors qu'ils n'ont pas étudié l'échantillon. Mais d'autres admettent que c'est incroyable. La controverse se poursuivra sûrement jusqu'à ce qu'on fasse une autre découverte similaire. Du tan vieux de 120 000 ans. La découverte bouleverse l'image qu'on se faisait de l'homme préhistorique. Pendant longtemps, on l'a cru peu intelligent et incapable de chasser activement. La découverte des javelots et du tan sur le silex montre qu'il était bien plus ingénieux qu'on ne le pensait et savait tirer profit de son environnement. Alors, qui était vraiment l'habitant de cette région? On l'appelle Homo neanderthalensis, l'homme de Néandertal. Aujourd'hui, on considère qu'il était humain, alors que récemment encore, on le classait parmi les singes. Des techniques de chasse si perfectionnées sont impressionnantes pour l'époque. Ils fabriquaient des javelots et des outils en silex qu'ils devaient sûrement transporter dans des sacs. Ils devaient se répartir les tâches en déterminant qui fait quoi, qui travaille les peaux. Cela suppose une organisation rigoureuse, ce qui est parfaitement impossible sans langage. L'homme de Néandertal avait un os hyoïde, alors qu'on a longtemps supposé que ce n'était pas le cas. Mais on en a retrouvé, ce qui prouve qu'il était capable de parler. Sans oublier qu'il avait aussi un palais voûté, grâce auquel il pouvait articuler des mots. Ce qu'aucun singe ne peut faire. L'homme de Néandertal était-il un être social doué d'un langage et donc d'une conscience? Au musée de la préhistoire de Halle, en Allemagne, où sont conservés les fossiles du lac de Neumarkt-Nord, l'homme de Néandertal est représenté dans la position d'un penseur, à égalité avec l'Homo sapiens. Je pense, donc je suis. Il est possible qu'il ait déjà maîtrisé les concepts de toi, moi, nous, etc. Et il n'existe aucune langue sans ces concepts. Quand un langage apparaît, c'est par là que ça commence. La représentation de l'homme de Néandertal au musée de Halle comporte tout de même une petite erreur. En été, il devait parfois se dévêtir, mais il n'était certainement jamais nu, parce qu'en pleine forêt, ils devaient protéger leurs organes reproducteurs. Aucun chasseur ne va chasser sans pagne. Ou alors il met son pénis en avant, comme en Nouvelle-Guinée, et il porte un étui pénien pour le protéger. On n'a retrouvé ni ossements humains, ni vestiges d'un campement près du lac de Neumarkt-Nord. Bizarrement, les hommes semblent ne pas être restés plus longtemps que nécessaire dans cet environnement pourtant riche en proies. La tombée de la nuit laisse entrevoir une explication. Des insectes minuscules se chargeaient de rendre les alentours du lac invivables. Les chercheurs ont découvert des larves de mouches bleues dans la colonne vertébrale d'un éléphant mort.
Les rives du lac devaient grouiller d'insectes, surtout en été. Les hommes ont dû préférer abandonner le territoire aux lions, aux hyènes et aux éléphants. Le lac donne une impression trompeuse. C'est un bassin sédimentaire, donc a priori un site fantastique pour étudier le comportement des éléphants. Mais c'est aussi un site pour connaître celui des humains. Quand bien même l'homme a élu domicile à quelques heures du lac, il y revient toujours, car c'est là que siège la vie et la clé de nombre de ses mystères. Autre enquête scientifique jeudi prochain. Elle portera sur la potentielle dangerosité des volcans islandais. Mais pour l'heure, voici un portrait intime de 3 personnages. Tomer, le réalisateur, son amoureux qui est allemand et sa mère qui est juive.